Donc on va pouvoir reprendre les sessions de l'après-midi avec Grégoire Guillemin, connu chez nous comme Iron Man, et qui va nous parler du burn-out. Voilà. Et tu es timé. Bonjour à tous, merci. Alors, je vais vous parler d'un sujet qui est personnel, qui m'a touché moi, mais qui peut toucher beaucoup d'entre vous, qu'on a peut-être touché certains d'entre vous. Et donc, pour commencer cette intervention, je voudrais que vous écoutiez vos collègues et que vous fassiez attention à tout ce qu'ils vont dire parce que c'est très, très important. Ça fait partie de mon épuisement, j'en ai ras-le-bol. Fatigué. Ouais. Fatigué, là, agacé, énervé. Alors, attendez, je vais revenir un peu en arrière. Ça fait partie de mon épuisement, j'en ai ras-le-bol. Fatigué. Ouais. Ça marchait tout à l'heure. Je perds du temps. Bon, on fait ça. Bon. J'avais des enregistrements de soignants qui étaient à différents stades de l'épuisement jusqu'au burn-out. Et du coup, c'est assez parlant d'entendre des gens à qui c'est arrivé pour de vrai. C'est pas grave, on fait sans. L'intérêt de ce topo, comprendre l'épuisement professionnel, le prévenir et surtout agir. Parce que on a beau savoir, on a beau connaître, quand on ne change pas certaines actions et certains comportements, inévitablement, on passe de l'épuisement au burn-out. Donc c'est ça qu'on va voir ensemble. Là, ça marche plus. Décidément. J'ai plus la main sur le bille. Voilà. Là, c'est les résultats d'une enquête assez récente sur une population de soignants d'Europe, une grande enquête, IMSS. 80% des soignants rapportent des signes d'épuisement sévères. Plus de la moitié disent ne plus trouver de sens à leur mission, à leur dévouement. Conséquence, perte de motivation, anxiété, sentiment d'être complètement vidé. Et je vais vous demander, pendant toute la présentation, de faire attention à certains mots, parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère où on ne porte plus d'attention aux mots, à leur puissance. On s'appelle tous frérots, cousins, wesh, et en fait, les mots ont un sens et ont une valeur. Donc on va faire attention au sens et à la valeur. Ça ne marche pas non plus. Ça marche pas. Hein? Alors, pour commencer ça, je voudrais qu'on fasse un simple petit rappel sur ce qu'est la santé. Je sais qu'on est tous des professionnels de santé, mais ça me paraît très important. Donc, j'ai choisi une institution que tout le monde connaît, l'Organisation mondiale de la santé, qui nous dit que la santé, et on fait attention à chaque mot, un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en l'absence de maladies visibles. C'est-à-dire qu'on peut, d'extérieur, aller très bien, montrer qu'on va très bien, et au final, à l'intérieur, ne pas aller du tout. Et dès le début, on va fixer quelque chose... Bon, ça marche pas du tout, ce machin. Alors, on est, en tant que soignant, un être physique. On est présent au travail, notre corps est là. On a aussi un mental, un esprit, et une capacité sociale. L'hôpital, la clinique, l'endroit où vous travaillez, a sa logique propre, qui n'est pas obligatoirement la vôtre. Lui, sa logique, c'est... J'essaye désespérément. Voilà. La logique de l'hôpital, c'est que votre enveloppe charnelle soit là et qu'en l'échange d'argent, vous mettiez un certain temps de vos compétences à son service. Ça, c'est sa logique. La vôtre n'est certainement pas celle-là. Mais en tout cas, lui réfléchit comme ça. Et en gros, que vous alliez bien dans votre tête, ce n'est pas sa priorité absolue, sauf quand c'est l'accréditation et qu'on fait des politiques QVT, mais sinon on s'en fout un peu du moment que dans la case Excel vous êtes là, que vous vous entendiez bien avec vos collègues, que vous soyez dans une ambiance la plus motivante et la plus épanouissante possible, ce n'est pas obligatoirement son problème non plus. Et quoi qu'il en soit, malgré tout, vous, en tant que soignant, c'est ce que vous vivez, nous, c'est ce qu'on vit tous. On a envie de physiquement aller bien,
dans notre tête de se porter bien et puis de s'entendre bien avec tout le monde pour faire bien notre boulot. Voilà, la possession du meilleur état de santé, c'est un droit fondamental. C'est pas un truc qu'on va revendiquer comme quelque chose d'exceptionnel. On a le droit d'être en bonne santé. Alors, quelle est la différence entre l'épuisement professionnel, vous avez peut-être entendu le terme de burn-in, et le burn-out, parce qu'il y a énormément d'amalgame entre les deux, et on entend des gens qui arrivent et disent « Oh putain, j'ai fait un burn-out là, il y a 2 semaines, pouf, ça va bien ». Non, c'est pas un burn-out. Donc, on va essayer de s'entendre sur une distinction qui est essentielle. J'ai choisi une définition assez connue d'une personne qui fait référence dans le domaine de l'épuisement professionnel et du burn-out, qui est une psychologue américaine qui s'appelle Masalak. Et là, encore, on va porter une extrême attention au sens des mots, l'écartèlement. Écartèlement, vous avez l'image ? Horrible. Entre ce que les gens sont et ce qu'ils doivent faire. Déjà, ce n'est pas la même chose. Il représente une érosion. Tout le monde a l'image de l'érosion ? Des valeurs, de la dignité, de l'esprit, de la volonté. Une érosion de l'âme humaine. Érosion de l'âme humaine. C'est une souffrance qui se renforce progressivement, aspirant le sujet dans une spirale descendante dont il est difficile de s'extraire. Et là, on commence à peu près à toucher ce qu'est un burn-out. C'est-à-dire que les gens qui ont vécu ça, on en parle très bien, ça n'a rien à voir avec j'ai un petit coup de fatigue et je vais m'arrêter 2 semaines. Le burn-out, c'est vraiment on touche le fond. Il est caractérisé communément dans toutes les définitions par 3 signes qui sont l'épuisement émotionnel, le cynisme vis-à-vis du travail et la diminution de l'accomplissement personnel. On ne se retrouve plus dans ce qu'on fait, on perd le sens de ce qu'on fait. Au final, qu'est-ce que c'est que l'épuisement professionnel ? Je vais essayer de vous donner des images parce que notre cerveau comprend mieux les images. Si je vous dis « ne pensez pas à l'éléphant rose », tout le monde a bien un gros éléphant rose dans la tête et c'est normal, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc pour bien comprendre l'épuisement professionnel, imaginez-vous au volant de votre voiture. Vous êtes au volant de votre voiture et là, paf, vous avez, le truc va moins vite que moi, mais vous avez un pneu qui crève. Ok, il y a un pneu qui crève, c'est un petit peu chiant. En règle générale, on s'arrête. Tout le monde s'arrête dans la salle avec un pneu crevé ? Non, vous continuez. C'est pas obligatoirement une bonne idée, mais on va voir où ça mène. On s'arrête, on se met sur le côté, on change le pneu, on repart avec un pneu neuf, et puis du coup, on peut rouler longtemps. Fatigue émotionnelle et physique qui peut être traitée assez rapidement, somme toute. Le burn-out, dégénérescence complète de la personne. Vous êtes dans votre voiture, vous roulez, vous perdez le contrôle du véhicule, et là, vous arrivez dans l'arbre, à grande cinétique, et vous éclatez votre voiture. Ça, c'est un burn-out. Donc, vraiment, ayez ces images en tête. Entre l'épuisement et le burn-out, ça n'est pas la même chose. L'épuisement professionnel, quand on est en épuisement professionnel, on risque de faire un burn-out. C'est AIT, AVC. Quand on fait des AIT, on risque de faire un AVC. C'est la même chose. Quand on est épuisé, on risque de faire un burn-out. Là encore une petite image pour que vous voyez bien. Épuisement, maintenance, burn-out, hors service. Oh putain, c'est le bordel ce truc. Bon, c'est pas grave. On va faire... Les causes de l'épuisement, bien entendu, elles sont externes. Le monde va mal. Réchauffement climatique, on nous annonce des migrations de population, guerre dans tous les sens, grand fou au pouvoir. C'est le bordel à peu près partout. En France, c'est pas mieux. Crise économique, on revient du Covid, il y a des problèmes dans tous les sens. Ok, l'hôpital va mal. L'hôpital, je vous apprends rien, je pense. Votre service, il ne doit pas aller beaucoup mieux. Il n'y a pas plus de monde, il n'y a pas plus de fric, vous avez les mêmes restrictions que tout le monde. Votre poste à vous, vous n'avez plus de matériel, vous n'avez pas le bon planning, vos collègues vous font chier. Si on prend du plus grand au plus proche, il n'y a rien qui va en fait. Donc, en effet, ne regardez pas l'écran en fait, parce que rien ne se passe comme prévu, mais c'est pas grave. Il y a des causes qui sont externes, oui, mais souvent on s'arrête aux causes externes, alors qu'il y a des causes qui sont internes. Et en fait, le travail, bien entendu, qui va jouer. Le vrai problème, c'est notre capacité à gérer le stress chronique. Et le stress chronique va entraîner une surcharge mentale. Et c'est vraiment ça
le nerf de la guerre, c'est gérer le stress chronique. Parce que quand vous avez une surcharge mentale, ça va vous épuiser petit à petit et vous n'avez plus de ressources. On va reprendre l'image de la voiture, il n'y a plus d'essence dans la bagnole. Ce n'est pas la peine d'essayer d'avancer, il n'y en a plus, il n'y a plus rien. Donc, problème de ressources. Vu que vous n'avez plus d'essence, que votre véhicule est à l'arrêt, que vous essayez malgré tout, bah vous vous fatiguez, vous vous affaiblissez, votre corps s'affaiblit, votre immunité s'affaiblit, et là, eh ben, au final, vous n'avez plus de résistance à des choses auxquelles vous résisteriez naturellement, d'habitude. Là, vous résistez moins bien. Le moindre petit nid de poule sur la route, vous pétez les cieux. Alors que normalement, vous ne devriez pas. Mais là, vous ne résistez plus. Associé à ça, il va se passer d'autres choses, là, au niveau du conducteur. Les valeurs sont en conflit entre ce qui pour moi est bon, ce que j'ai envie de faire, mon métier. Moi, je veux soigner des gens. Et on me demande de faire du fric et d'enchaîner des patients et tout ça. Mes valeurs, je ne me retrouve plus dans ce qu'on me demande de faire. Ça, c'est très problématique parce que ça va jouer sur votre inconscient. Et là, je vais vous amener une autre image pour bien comprendre. Dans notre cerveau, il y a plusieurs vitesses qui ont été modélisées par Kahneman. Il y a un cerveau reptilien, amygdalien, qui est le siège des émotions, qui est le siège de nos paradigmes, valeurs, croyances, éducation, toutes ces choses en lesquelles on croit, qui lui va très vite. Il consomme très peu de sucre. Il va vraiment rapidement prendre des décisions et nous orienter dans nos choix. Et puis, il y a, ça va être le gros cheval. Et puis, on a un cerveau préfrontal, réfléchi, le siège de nos décisions, de notre logique. Et ça, c'est le petit cavalier dessus. Qu'est-ce qui se passe, à votre avis, quand le cavalier a envie de sauter la barrière, a envie de finir la course, mais que le cheval a décidé qu'il ne le ferait pas? Il ne le fera pas, et au final, il va y avoir, normalement, il y a un truc qui arrive, un désalignement entre notre inconscient, notre conscient, et ça crée une rupture intérieure qui est très très forte. C'est souvent mis en corrélation avec un problème d'objectif. On perd l'objectif dans notre métier. Au final, on perd du sens, on perd des visions à long cours, et beaucoup de soignants disent, quand tu leur demandes « mais qu'est-ce que tu attends ?» La retraite. Vous imaginez la violence de ce que vous dites à votre cerveau? J'attends 15 ans, 20 ans pour pouvoir être heureux parce que pour l'instant, j'ai plus assez de bonheur dans ce que je fais, donc on verra plus tard. Donc il va falloir remettre de l'objectif à court terme, moyen terme, long terme. Votre cerveau n'a pas d'issue. Et il va se passer une dernière chose, c'est que vous êtes soumis à votre entourage. Donc vous êtes déjà sans ressources, vous n'avez plus de résistance. Et là, vous savez, il est commun de dire qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent le plus, qu'on fréquente le plus. Donc, visualisez les 5 personnes qui vous entourent le plus et visualisez ce que vous entendez quand vous êtes à l'hôpital avec vos collègues. J'adore mon taf, tout est génial, c'est super. Vous entendez ça? Ouais, c'est ça, hein? Ok. Et en fait, ça vient s'imprimer dans votre inconscient. Là, insigneusement, ça rentre, ça prend toutes les pores. Et du coup, c'est un peu comme cette image, je ne sais pas si vous connaissez les éléphants en Asie. Vous savez comment on fait pour garder les éléphants, pour qu'ils ne se barrent pas, les éléphants domestiques? En fait, on les accroche bébés avec une toute petite cordelette, un tout petit poteau. Et puis, ils sont bébés, donc quand ils ont beau tirer, ils n'ont pas la force. Et puis quand ils font 2,50 tonnes, là, ils sont avec la même petite cordelette et le même petit poteau. Parce qu'en fait, ça s'est imprimé dans leur inconscient que ça ne sert à rien de tirer, ils n'arrivent pas à partir, le poteau est trop résistant. Et c'est exactement la même chose, c'est tout pareil. Ça ne sert à rien d'essayer d'aller mieux parce que c'est comme ça et il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Donc là, ça va entraîner un problème de résilience. Oh là là, faut que je me grouille. Donc, le souci, c'est que on peut se dire, oui, ben moi j'en suis pas là, puis c'est vos autres. Et en fait, non. Le cycle du stress, il a été théorisé, il a été modélisé par Hans Seil. Et là, j'ai très très peur parce que j'ai une diapo avec plein d'animations. Et bien sûr, ça ne marche pas. Syndrome général d'adaptation, ça vous parle? Oui? En gros, on a un niveau de résistance au stress normal. Ce niveau de résistance, quand le travail commence à devenir problématique, donc là, il va se passer quelque chose normalement. Non, bon, il y avait une alarme avec un truc, voilà.
Quand le travail commence à devenir problématique, on va tous réagir de la même manière. On a une première phase qui est dite phase d'alarme. Et dans cette phase d'alarme, on a 2 types de réactions. La première, c'est... Vous savez, c'est la biche, la nuit, là, qui traverse la route, puis elle est prise dans les feux et elle s'arrête comme ça. Et puis ce con, elle va se faire écrabouiller parce qu'elle s'arrête au lieu de passer. Et puis il y a l'autre, c'est l'évitement. J'évite le problème, il n'existe pas, c'est l'autruche qui met la tête, paf, comme ça. Ça, c'est ce qui se passe généralement chez tout le monde, et cette phase va être assez rapide parce que le problème, il continue. Et que si on continue soit à rien faire, soit à garder la tête, bah de toute manière, on meurt. Notre cerveau interprète ça comme ça. Donc, on va rentrer en phase de résistance. Et la phase de résistance, si mon animation arrive, c'est vraiment un combat. C'est-à-dire qu'on va mettre toutes nos ressources, tout ce qui nous reste, pour tenir face au stress chronique. Et là, en fait, au bout d'un moment, et c'est naturel, on n'a plus du tout de ressources et on va commencer à glisser petit à petit dans l'épuisement. Et au final, on va crever un pneu. Mais on va continuer. Parce qu'il faut continuer. Et puis on va en creuser 2, puis 3, et puis au final, on va perdre le contrôle du véhicule. Bam, bim, burn-out. Merci. Ne passez pas par la case départ, ne recevez pas 20 000 balles. Et ça, c'est inéluctable si on ne fait rien. Parce qu'en fait, on épuise les ressources, on ne va pas à la source du problème. Soignant, attention, danger, vous êtes un profil à risque. Pourquoi ? Parce que il y a des causes qui sont déjà internes. Et la première, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas parce que c'est notre inconscient, c'est un biais d'attribution. En fait, nous, on est là pour soigner les gens. On n'est pas là pour être malade, on est là pour les soigner. Donc, ça, en fait, moi, je ne peux pas être malade, je soigne. C'est le dérivatif que prend notre cerveau. Il y a une dissociation du corps et de l'esprit. On travaille en images. Si je vous dis fracture du fémur, ça parle à tout le monde visualise une fracture du fémur. Ouais, fracture de l'âme. Vous l'avez, la radio ? Non. C'est beaucoup plus difficile. On nous apprend, on nous conditionne dès le début. Pourquoi il y a des infirmiers de soins généraux et des infirmiers psy ? On a le corps et le cerveau, tout va ensemble, mais nous, on est éduqués là-dedans. Et puis, il y a au bloc opératoire, dans les hôpitaux, mais particulièrement au bloc, une culture de la force, une culture du courage. Il faut y aller, il faut tenir, il faut serrer les fesses, il faut serrer les dents, il faut faire l'astreinte, il faut faire la garde. Et puis, s'il n'y a personne, il faut revenir le lendemain et tout ça. C'est comme ça. Et puis, il y a des causes externes, et là, je ne vais rien vous apprendre. Exposition répétée à la souffrance, à la violence, à la mort. Ok, on l'a choisi, mais mine de rien, on y est confronté tous les jours. Ça s'inscrit en nous petit à petit. Horaire décalé, travail posté, rythme. Toutes les études scientifiques disent que c'est une catastrophe. C'est notre boulot, on le fait, mais ça a des répercussions. Alimentation, on ne mange pas bien. On sait aussi, les études scientifiques le prouvent. Ça affaiblit les résistances, ça nous affaiblit. Et pourtant, on ne mange pas obligatoirement bien. La pression, bien sûr qu'on a de la pression. On est censé sauver des vies. On a des vies en jeu, donc on a une pression au moins de moyens, si ce n'est de résultats. En tout cas, on nous demande des moyens, mais nous, on veut du résultat. Insatisfaction du système, bien entendu. On n'est pas content. Nous, la T2A, on n'en a rien à foutre. Nous, le rendement, on s'en tape. Nous, ce qu'on veut, c'est soigner les gens bien. Et là, on est il faut avancer, il faut faire 10 patients dans la salle. Je me branle. Moi, je veux juste faire bien mon job. Comme si je m'occupais de ta mère. C'est ça qu'on veut. Et puis, on a notre environnement. Et l'environnement, c'est un bouillon de culture, premièrement, à cause des neurones miroirs. Et ça, on n'y peut rien. Quand je vois quelqu'un qui est triste, je suis triste. Et puis, quand je vois quelqu'un qui se plaint, ça résonne en moi. Et du coup, je me plains. Et si on est capable de faire la différence, ça va. Mais quand on est fatigué, qu'on n'a plus ce discernement, ça rentre en nous et puis on devient ça. Et enfin, il y a une psychographie. Alors, je vais aller vite là-dessus, mais j'ai fait une enquête avec des soignants. J'ai des trentaines d'heures d'enregistrement. C'est dommage qu'on ne puisse pas l'entendre, mais bon, c'est affreux. Et puis, il y a surtout cette enquête. Et le soignant, le soignant qui va en burn-out, il a une psychographie particulière. En fait, il est perfectionniste parce qu'il manque de recul. Il a le sens du devoir, c'est pas une feignasse. Celui qui fait un burn-out, c'est tout sauf une feignasse en général. Il se met une charge de malade mental. Il ne sait pas poser de limites parce que vu qu'il n'a plus confiance en lui, il a besoin que les autres lui montrent qu'il vaut quelque chose. Il a un besoin de reconnaissance tout le temps parce que lui n'arrive plus à se reconnaître personnellement. Sensibilité émotionnelle parce qu'il n'arrive plus à faire face.
il n'a plus assez de ressources émotionnelles et il est dans un environnement qui est dur émotionnellement. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il ne va surtout pas demander de l'aide parce que c'est la honte, c'est un signe de faiblesse. On est dans un milieu de force et de courage, on n'a pas besoin des autres. Nous, on est là pour soigner les autres, c'est pas nous qu'on doit aider, c'est nous qui aidons les autres. Alors, s'il y a une seule chose qu'il faut que vous reteniez de cette intervention, c'est cette diapo. Quels sont les signes d'alerte et comment est-ce qu'on sait qu'on est en épuisement? Ces signes, vous pouvez les avoir dans l'ordre, pas dans l'ordre, vous pouvez en avoir 1, 2, 3. Alors bien sûr, plus il y en a, plus c'est bingo. Le premier, c'est l'isolement. On va s'isoler petit à petit. Au travail, on arrête d'aller prendre le café avec les copains, on mange tout seul, on ne s'intéresse plus à ce qui se passe, on ne va plus aux réunions. Petit à petit, ça déborde du travail, c'est à la maison. On ne raconte plus à notre conjoint nos journées, on ne partage plus les trucs, on n'a plus envie. Puis ça va être les amis, on arrête de sortir, on ne fait plus de trucs. Puis les activités, le sport, tout ce qu'on aimait bien, on arrête, on est fatigué, on n'a plus envie. Isolement, premier signe. Trouble mnésique. Ça devient dur de faire des calculs de dose. On imprime mal, on fait répéter les trucs 2-3 fois. On oublie les clés toutes les 5 minutes. On se rend compte qu'on ne se rappelle pas du chemin qu'on a fait en voiture, qu'on est arrivé en mode automatique, là, que tiens, je suis déjà ici. On a envie de péter la gueule à peu près tout le monde. Dès qu'un chirurgien fait une remarque, il ne fait pas une remarque, il m'agresse. Il m'a agressé, ce gros con. Voilà. Donc, c'est vraiment des choses où on vit tout pour nous. Une fatigue intense. Et là, en fait, c'est vraiment la fatigue, plus rien ne vous repose. C'est-à-dire que vous avez beau faire des nuits, vous avez essayé de dormir des nuits complètes, de prendre un week-end, d'aller en vacances ou quoi que ce soit, il n'y a rien à faire. Vous êtes claqué en continu. Ça va entraîner des troubles du sommeil parce que ça cogite, ça cogite, ça cogite. Et puis, vu que vous êtes complètement tendu dans tous les sens, que votre corps ne résiste plus, ça commence à se traduire par une douleur de dos, douleur d'articulation, maux de ventre, difficulté à digérer. Et puis, la somme de toutes les petites conneries qui pourrissent la vie. Donc, dernière étape, celle-là, elle est facultative, mais elle arrive quand même. Le comportement, addiction, compulsion, on va commencer à picoler, à bouffer, à regarder des sites porno en continu, à jouer à Candy Crush de longue, trouver des trucs qui nous... On va s'auto-anesthésier. On va essayer d'aller retrouver du bonheur parce que franchement, il n'y en a plus. Alors, très clairement, quand on commence à avoir des signes comme ça, autant dire qu'il y a le feu dans la baraque. Vraiment. Là, on est sur la pente. Ça y est, on est engagé dedans. Et si on ne fait rien, si on ne change rien, on continue, on glisse. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut agir. C'est pas quand on s'est écrasé. Parce que quand on s'est écrasé, c'est vraiment la petite cuillère. C'est maintenant qu'il faut agir. Parce que si vous ne faites rien, voilà ce que ça coûte. Il y a des conséquences. C'est l'enfer, ce truc. Là, je suis en train de vivre un calvaire. Qu'est-ce que ça coûte de ne rien faire? Ça arrive, un jour. Bon, il y a des conséquences qui sont morales, c'est-à-dire que vous perdez votre confiance en vous, vous n'arrivez plus à trouver du plaisir dans ce que vous faites, vous dépréciez en continu, vous pouvez avoir des comportements compulsifs, il y a tout ce qu'on a vu des conséquences physiques, les douleurs, les inflammations, l'épuisement complet, et puis les résultats compulsifs, quand on commence à picoler ou à bouffer, bien entendu, on devient bouffi, on tremble, enfin bon, c'est la catastrophe. Psychologique, on s'isole de plus en plus, et puis on finit en dépression, on ne vaut plus rien, on est dans un canapé comme une merde. Voilà. Et puis celui-là, on n'y pense jamais. À votre avis, combien ça coûte de faire un burn-out? Ça coûte cher ou pas? Je vais vous donner mon exemple. Alors, IAD, classe sup, échelon 4, dans le privé, 4000 balles par mois, en plus un poste à peu près tranquille. Entre 2019, date où je situe mon début d'épuisement, et 2023, date où il n'y a plus personne, 192 000 € j'aurais dû gagner. On arrête les gardes et les week-ends parce que tu n'es plus capable d'en faire pendant 4 ans, perte de 48 000 €, arrêt maladie, 6 mois de 2000 soldes, moins 12 000 €, psychologue 4 mois 1 200 €, mi-temps thérapeutique 1 an 15 000 €, reconversion, investissement 15 000, perte de salaire 30 000, 121 200 €. Voilà ce que m'a coûté un burn-out. En gros, j'aurais dû gagner 192 000, j'ai gagné 70 800 €. Ça, c'est de la promotion. Je vous laisse calculer en échelon, en points indiciaires ce que ça fait. Et vous voyez qu'au final, c'est comme si j'avais gagné 1475 balles par mois depuis 4 ans. Alors, autant vous dire que ça coûte cher. Un burn-out, on ne se rend pas compte, ça coûte la peau du cul. Quelles sont les solutions pour sortir de l'épuisement? J'ai encore le temps?
Je me dépêche. Ok. Il y a les solutions communément admises. Qu'est-ce qu'on fait en général? On s'arrête. Ouais, on s'arrête. Alors, déjà, ce qu'il faut, c'est réagir. Il faut sortir la tête du truc, se rendre compte que ça n'arrive pas qu'aux autres, parce que 100% des gens qui ont perdu, ils ont joué. Donc, la première chose, c'est de prendre conscience. Ce qui est communément admis, bien entendu, c'est d'aller voir un médecin, et c'est très bien. Et c'est de s'arrêter, parce qu'arrêter s'arrêter, c'est pas une honte, c'est une nécessité. De prendre du repos pour recharger, puisqu'on n'a plus de ressources, on est hors service, il va falloir recharger. Prise en charge médicale si nécessaire, anxiolytiques, antidépresseurs, pour rétablir un équilibre neuronal, hormonal, physiologique, récupérer de la ressource. Mais ça, c'est à court terme. Quand on revient au travail, quand on arrête les traitements, si on n'a rien changé, il n'y a pas de raison que ça change. Il y a un autre niveau, c'est comprendre ce qui s'est passé. On va voir un psychologue, un psychiatre, et là, on va comprendre un peu comment on fonctionne, notre paradigme, notre carte interne. Qu'est-ce que je crois, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qu'on m'a enseigné, qu'est-ce qui est important pour moi. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi ça m'arrive? Et bien sûr, pourquoi est-ce que je continue? Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Qu'est-ce que je dois changer pour y arriver? Et ça, c'est déjà plus compliqué, il y a moins de gens qui font ça. Ce qu'on croit qu'il faut faire quand on trouve qu'on est en épuisement, bon là ça va être l'enfer, il y a plein de trucs, ce que j'appelle de fausses solutions. Minimiser son problème en se disant que ça passera avec le temps, aucun problème, c'est sûr ça va passer. Ne faites rien, ne changez rien, ça passera, c'est sûr que non. Prendre des vacances ou des congés, ok, ça va soulager temporairement, mais quand vous revenez, combien de personnes disent « Ah, c'était super les vacances, au bout de 2 jours, j'ai perdu tout le bénéfice. Ah, c'était génial, j'ai déjà oublié. » Changer de poste, ouais, parce que vous croyez que l'herbe est plus verte ailleurs? Même bordel. Privé, public, le problème, c'est pas le poste. Le problème, c'est la faculté à gérer le stress chronique. Mais on croit tous qu'en changeant de poste, ça sera pareil. Je l'ai fait 3 fois. Hein. Diminuer ses heures de travail, arrêter de faire des gardes, des trucs. En fait, ça masque les symptômes, ok? On est un peu moins au travail, mais quand on y est, on prend aussi cher. Utiliser des compensations, hein, alcool, nourriture, séries, parce qu'on a besoin de retrouver du bonheur. C'est normal, notre cerveau, il veut des hormones qu'il ne produit plus du tout. Dopamine, sérotonine, c'est même plus ce que c'est. Se tourner vers des solutions miracles, ne cherchez pas, ça n'existe pas. Il n'y en a pas, sinon ça se saurait. Pratiquer des activités comme le sport, la méditation de manière irrégulière. Oui, c'est bien. Le problème, c'est que sans plan de bataille, sans cohérence, sans méthode, en fait, on creuse des petits trous, on essaye, et puis au final, ça ne marche pas, quoi. Parce que on ne se laisse pas le temps d'avoir les bénéfices. Et enfin, certaines formations en ligne sur la gestion du stress, le développement personnel, ça peut être très bien, mais il faut que ce soit adapté à ma problématique, à moi, ma valeur, ce que je crois, ce pourquoi je suis épuisé. Et on n'a pas tous les mêmes sources d'épuisement. Hein. Donc ça peut être bien, mais pas suffisant. Parler à ses proches ou à ses collègues, ouais, ok, ça fait plaisir, on vide le sac, ça fait du bien. En quoi ça résout le problème? Le problème, c'est moi. C'est ce que je fais, c'est comment je réagis, c'est comment j'interprète les choses. Et en fait, ce qu'on devrait faire, et qui est très difficile à faire, c'est de passer à l'action. De passer à l'action et d'agir au seul endroit où on a un vrai pouvoir. Vous avez un pouvoir sur l'hôpital? Vous pouvez changer l'hôpital? Non, vous ne pouvez pas. La seule chose sur laquelle vous avez du pouvoir, c'est vous. C'est votre manière de concevoir votre travail, votre manière de faire les choses, de percevoir le monde. Donc c'est là qu'il va falloir travailler. Modifier ses habitudes. Je suis un type de personne, je fais des actions et j'obtiens le résultat. Si je ne prends pas soin de moi, si je ne fais rien pour m'entretenir, bon, au final, c'est normal que je n'aille pas bien, puisque je ne fais rien pour ça. Donc c'est là qu'il va falloir travailler. Redéfinir ses objectifs. Pourquoi est-ce que je suis soignant? Qu'est-ce qui m'a amené là? Quel plaisir j'en tire ou j'en tire plus, hein, c'est possible. Mais il faut redéfinir ça. Et changer son état d'esprit. Arrêter de tout subir en victime, mais au contraire, utiliser ce qu'on a, ce qu'on croit comme des forces pour rebondir et retrouver une inspiration. Et là, on retrouve des ressources à long terme. Là, on retrouve de la résistance, on en refabrique, et on retrouve de la résilience. Mais tout ça à long terme, c'est-à-dire que c'est plus la peine de changer de service, c'est plus la peine de faire autre chose. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Prenez pas de photos, vous aurez le truc. Ça, c'est très rare parce que ça demande de l'investissement en temps, ça demande de l'investissement en argent. Et je me dépêche. Quelle est la différence, à votre avis? On va aller très vite. Entre
tous ces gens, Raphaël Nadal, Teddy Riner, un pilote de chasse, un commando, un policier de la BRI et nous, quelle est la différence entre ces gens qui ont de la pression, ces gens qui doivent obtenir des résultats, ces gens qui ont un travail qui leur met beaucoup de pression? Ils devraient tous faire des burn-out, ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils prennent soin d'eux, c'est dans leur culture. C'est dans leur culture. Pour eux, c'est normal. Là, normalement, ça arrive. Voilà, bam, c'est normal. Et c'est ça qui n'est pas... Chez nous, je vous dis, vous connaissez beaucoup, vous, d'infirmiers anesthésistes qui font de la préparation mentale? Il y en a beaucoup? Ouais, 1, 2. C'est pas normal, c'est pas dans notre culture. Et pourtant, on a un métier avec de la pression, on a un métier avec des horaires décalés, on a un métier dans lequel on a du physique et de l'engagement mental. Pourquoi on ne fait pas ça? Au final, pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas? On devrait apprendre ça en formation initiale. Sortir de l'épuisement, c'est possible, j'ai quasiment fini, je me dépêche. Mais franchement, c'est de la faute de la truc. Ah, on a la bande-son si on peut et qu'on m'autorise. Alors, éviter le burn-out, c'est possible. La première chose, arrêtez de vous dire que c'est que les autres, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on a tous le même cerveau, on fonctionne tous de la même manière. Quand on commence à voir les signes, c'est qu'on est dedans. Si on joue, on risque de perdre. Traiter la crise, bien entendu, il faut aller voir un médecin, il faut s'arrêter, il faut prendre des anxiolytiques et des antidépresseurs si c'est nécessaire, parce que c'est transitoire. Ça nous aide juste à remettre en selle, il faut le faire, mais ça suffira pas. C'est pas comme ça. Il va falloir changer, agir sur le bon levier, agir sur vous. Tac. Voilà. Traiter des causes profondes. Pourquoi ça m'arrive et qu'est-ce qu'il faut que je change pour retrouver de l'alignement avec ce que je fais, de la cohérence avec mes valeurs et mes croyances et arriver à retrouver du plaisir dans mon travail sans obligatoirement en changer. Et ça, c'est faisable. Je vais finir juste sur une image. Réchauffement climatique, ça parle à tout le monde. On voit aujourd'hui qu'on paye les conneries de ce qu'on n'a pas fait depuis des années. C'est exactement la même chose avec l'épuisement. En fait, l'inaction coûte plus cher que l'action au final. Donc, c'est là-dessus que je vais finir. Faites attention à vous, préservez-vous. Et puis, voilà, j'espère que tout ça vous a plu. On a la bande-son. J'ai le temps ou pas? Alors, on va l'écouter parce que c'est quand même assez marquant. Ça fait partie de mon épuisement, j'en ai ras-le-bol. Fatigué, énervé de mon travail, de la situation. En fait, tu t'isoles. Ouais. Et tu t'isoles souvent au travail? Alors c'est un isolement autistique? Ouais, en ce moment, le moindre truc, je vais partir très facilement en torche. Je veux dire, je vais partir facilement en colère. Je vais sans spécialement réfléchir ou autre et sans vraiment prendre le temps de respirer. Et oui, après oui, j'ai des troubles amnésiques en ce moment. Ça en arrive à avoir des répercussions sur le sommeil et tout parce que ça me fait penser la nuit, donc je cogite, donc je dors pas bien. Et donc c'est un cercle vicieux parce que tu dors pas bien, forcément t'es énervé, t'es fatigué, etc. Ce qui n'arrange rien. Mais j'ai l'impression qu'en fait ce burn-out, je l'ai depuis des années, mais je le situe dans le temps que à mon effondrement. Est-ce que c'est l'hôpital qui m'a détruite? Est-ce que c'est moi qui ai mal fait quelque chose? J'arrive pas à mettre les mots dessus, mais je sais qu'il y a quelque chose qui est profondément fracturé en fait. Une cassure la plus totale dans une vie professionnelle ou personnelle, avec une vision de surcharge, surmenage, incapacité physique et psychologique, et perte totale de confiance et de désir d'avancer. En fait, je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que je suis détruite. Je ne savais plus marcher, Greg. Ouais. Quand je me suis effondrée. J'ai avancé, mais parce que mes muscles savaient avancer tout seuls. Mais sinon, il n'y avait plus rien qui allait. Il m'a mis sous antidépresseur au mois de décembre. Ouais. Et sous anxiolytique, mais ça me gonfle. Le regard des autres fait qu'aujourd'hui, j'arrive pas à moi. Pour moi, c'est une honte d'avoir été arrêtée. Je le vis encore comme une honte. Mais parce que, même si je sais que là, je pouvais pas faire autrement. Pour moi, le burn-out, je le mettais de côté parce que je voyais ça comme extrême.
Moi, le mot burn-out, c'est quand il y a rupture. Je sais pas comment j'ai... Là, à l'heure actuelle, je me dis comment j'ai fait pour tenir autant, quoi. Tant qu'on l'a pas vécu, on n'imagine pas comment on est diminué, en fait. Tu tends, Ouais, et ça va. c'est ça. Je suis un déchet, quoi, maintenant. Des aides-soignants, des infirmiers anesthésistes, des infirmiers de bloc opératoire. À certains stades, hein, vous avez remarqué, ils ne sont pas tous au même stade. Et donc voilà, ça peut arriver à n'importe qui. J'ai fini. J'ai perdu beaucoup de temps à cause de ça. C'est pour ça qu'on n'a rien dit. Alors, on a juste le temps pour une ou deux questions, mais avant, moi j'ai juste une remarque. Deux remarques. C'est que le burn-out, ça touche, enfin en tout cas l'épuisement professionnel, ça touche tellement de monde. Greg vous a parlé du travail à faire sur soi-même, mais en fait quand vous avez un collègue ou que vous voyez que vous avez des collègues qui vont pas bien, vous sentez qu'il y a une perte quelque part de quelque chose, faut pas hésiter à aller les voir, parce que souvent, malheureusement, quand on fait un burn-out, et je suis bien placée pour le savoir, moi je l'ai fait déjà aussi, on est dans le déni. On ne s'en rend pas compte, on sait qu'il y a un truc qui va pas, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Et on a besoin que quelqu'un nous mette les yeux devant et nous dise « tu vas pas bien, tu dois t'arrêter, tu dois trouver ce qui va pas ». Mais en tout cas, il faut vraiment, soyez bienveillants les uns avec les autres, parce qu'on est une spécialité où on fait plein de trucs sympas, mais on est l'une des spécialités où il y a le plus de burn-out, d'épuisement professionnel et de suicide. Voilà, désolée pour la note un peu morbide, mais il faut le savoir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? En fait, Nejla, j'allais dire quasiment ce que tu... Allô ? Oui. J'allais dire ce que tu viens de dire, et effectivement, c'est quelque chose en fait où parfois quand on a proprement le nez dedans, on s'en rend pas compte. Et les collègues en face, je pense qu'effectivement, ça serait, maintenant qu'on connaît les signes, grâce à toi là, Greg, j'espère que ça ouvrira les yeux aussi à certaines personnes de beaucoup d'équipes, et de reconnaître qui est en souffrance en face. Et d'essayer, même si on n'est pas obligé de choyer, on n'est pas obligé de chouchouter, de surchérir, enfin je sais pas comment dire, mais au moins de laisser ces personnes-là tranquilles. Et de ne pas juger justement quand il y en a qui sont en train de dépérir. Parce que, pour rajouter à ce que tu disais Nejla, on est des soignants, on sait prendre soin de nos patients, mais je trouve qu'on est l'une des professions les plus maltraitantes envers nous. Et ce sont parfois même, que ce soit des MAR ou des infirmiers anesthésistes, qui font des études de bien-être, d'hypnose, de douleur, etc., qui finalement, sur le quotidien, ne sont pas forcément les gens les plus bienveillants entre collègues. Et vraiment, ça, je pense qu'il faut faire très attention à ça. Moi, je suis entièrement d'accord. Et je pense qu'à partir du moment où on arrivera à intégrer que quelqu'un qui a une fracture de la jambe, c'est normal qu'il ne vienne pas travailler. Quelqu'un qui a une fracture de l'âme, c'est aussi normal. Et on a du mal à faire cette chose-là. Et on a du... Bien entendu, hein, ça rajoute du boulot à ceux qui restent. C'est plus compliqué, il faut réorganiser le planning et tout. Mais les gens qui font des burn-out, en règle générale, ne sont pas des feignasses, l'ont pas choisi, l'ont pas voulu et souffrent énormément. Donc voilà. Ah, je vous ai bien ambiancé là pour l'après-midi, c'est cool. Hey, de rien, cadeau. T'as une question ? Cadeau. Alors, une question comme ça, sans jugement. Est-ce que parmi vous, quelqu'un n'a pas présenté d'épuisement professionnel, en tout cas après avoir entendu les signes là, ou de burn-out? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas ressenti ce genre de choses? Voilà. Toi? Voilà. Donc c'est rare. Ouais. Voilà. Bon, ok. Il a dit que ça faisait 1 an que tu étais diplômé, donc... Voilà, donc vous voyez que c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on croit.
sais si c'est pris, si c'est reconnu comme une maladie professionnelle ou pas? Reconnu comme une maladie professionnelle, ça l'était, ça a été retiré. Ça coûte trop cher. Hein, voilà. Donc non. Et bien entendu, quand je vous dis qu'il faut travailler sur vous et agir là où vous avez du pouvoir, ça n'est pas pris en compte par le CPF. Il n'y a pas d'aide là-dessus. Et quand vous allez voir une psychologue, ça vous coûte bien entendu de l'argent. Et c'est bien pour ça que c'est quelque chose qui est moins fait que de se mettre en arrêt et d'aller voir son médecin. Voilà. Et je voudrais juste rajouter, Nejla, tu dis oui, mais ça fait qu'1 an qu'il est diplômé. Moi, il y a quelque chose... Non, mais c'était pour une blague. Non, mais bien évidemment, mais... moi, il y a quelque chose qui me fait quand même très peur, c'est de voir que les jeunes diplômés sont autant fatigués que ceux qui sont proches de la retraite. Et en fait, ça, c'est quand même un signe qu'il faut vraiment qu'on amplifie notre bienveillance entre collègues. Parce que quand on entend les jeunes dire « ça fait que 2 ans qu'ils sont diplômés », et on va dire 7 ans, même ou que 4 ans, de DE infirmier, plus 2 ans, enfin, on va dire aller entre 5 et 6 ans, des jeunes IAT qui arrivent et qui sont déjà avec un ras-le-bol qui est proportionnel à celui qui a plus qu'à 1 an de la retraite. Moi, je pense que vraiment, il faut se poser des questions dans la bienveillance d'équipe. Très bien, donc si vous avez d'autres questions, je pense que Greg est là tout l'après-midi pour vous répondre. On va passer à la